Mon invitée aujourd'hui est Amandine Marchal. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'inaugurer ce nouveau rendez-vous quotidien. Vous êtes en direct depuis Toulouse, vous êtes égyptologue. Votre dernier ouvrage s'intitule L'enfant et la mort en Égypte ancienne. C'est aux éditions du Rocher. On va y revenir dans un instant. À l'occasion du premier tour d'une présidentielle jouée d'avance en Égypte, nous voulions prendre le temps aujourd'hui de parler de l'exceptionnel patrimoine archéologique égyptien, trésor de l'humanité, tenter d'en dresser un état des lieux. Amandine Marchal, est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce patrimoine est en danger? Le patrimoine, non, n'est pas complètement en danger. C'est vrai qu'il a été, lors des soulèvements qu'il y a pu y avoir en Égypte. Aujourd'hui, le gouvernement égyptien, notamment le ministre des Antiquités égyptiennes, font ce qu'il faut pour que ce patrimoine soit au mieux préservé. Le tourisme en Égypte a connu effectivement des années catastrophiques depuis la Révolution. Le nombre de visiteurs a été divisé par 3 entre 2010 et 2016. Est-ce que selon vous, on a pu ces dernières années conserver, protéger ce patrimoine correctement ? Oui, je viens de le dire, le patrimoine est protégé du mieux possible, vu effectivement les conditions et vu aussi que le ministère des Antiquités égyptiennes souffre, lui, puisqu'il est directement impacté de ce manque de tourisme, puisqu'il faut quand même savoir que c'est l'argent qu'apportent les touristes qui va financer directement l'entretien des sites. Les fonctionnaires, les nombreux fonctionnaires qui travaillent pour le ministère des Antiquités égyptiennes, et également les missions de fouilles. Vous connaissez extrêmement bien l'Égypte, évidemment. Vous allez sur place depuis une dizaine d'années tous les ans, notamment dans la région de Luxor pendant plusieurs mois. Est-ce que depuis la Révolution, vos conditions de travail ont changé ? Non, elles n'ont pas changé. Pour le directeur de la mission de fouille, c'est un peu plus compliqué. Il y a parfois un peu plus de paperasse. C'est administrativement un peu plus lourd, mais les conditions n'ont pas, en tout cas pour les fouilleurs, véritablement changé. C'est peut-être le cas pour les fouilles organisées par des pays étrangers, car elles sont nombreuses en Égypte. C'est peut-être plus le cas pour les Égyptiens qui travaillent dans ce domaine de l'archéologie. Oui, pour eux, comme je le disais, justement, leur financement provient en partie de l'argent du tourisme. Donc, effectivement, pour les Égyptiens, la situation reste compliquée. Je le disais tout à l'heure, Amandine Marchal, votre spécialité, c'est l'enfant dans l'Égypte ancienne, l'enfant mais aussi la maternité, le rapport à la grossesse, l'éducation. Pourquoi avoir choisi ce domaine très précis ? Alors j'ai travaillé 7 ans et demi en thèse sur le sujet des enfants. Alors on m'avait déconseillé ce sujet, on m'avait dit que c'était trop superficiel pour être travaillé en thèse, que certains m'avaient dit que tout avait été fait sur le sujet. Effectivement, j'ai pu voir que c'était absolument pas le cas. Pourquoi les enfants ? Parce que justement, ils sont invisibles en égyptologie, ne serait-ce que déjà au niveau des traces matérielles. Et pourtant, leur place, elle est fondamentale, elle est prépondérante. Sans enfants, il n'y a pas de famille. Sans famille, l'homme, la femme n'ont pas de véritable statut social en Égypte ancienne. Et je pense que mes travaux ont pu montrer qu'effectivement, les enfants avaient un rôle non seulement social, mais économique à jouer, puisque très tôt, ils sont intégrés en fait donc déjà au foyer, donc ils vont participer à diverses tâches, et puis ils vont être plongés assez rapidement, assez jeunes, dans leur futur milieu professionnel. Donc d'abord en apportant une aide, alors subsidiaire certes, mais en faisant des menus tâches que les adultes n'ont pas à faire, ils permettent aux adultes de se concentrer sur des tâches qui sont plus importantes et plus dur. Et ensuite, donc, pendant plusieurs années, ils vont observer les adultes avant de même, en fait, commencer à travailler véritablement. Qu'est-ce que ça dit de cette civilisation égyptienne, ce rôle de l'enfant sur lequel vous avez travaillé ça, le rapport à l'enfance, ça parle beaucoup d'une société, du rapport à l'autre ? Oui, ça parle beaucoup. Ça nous montre aussi une vision différente. Aujourd'hui, on est dans un pays où on est plutôt avec une vision de l'enfant roi, ce qui n'était certainement pas le cas en Égypte ancienne. Le rapport à l'enfant est aussi différent parce qu'on est dans un pays où on a des taux de mortalité qui sont particulièrement importants. Il faut quand même imaginer qu'il y a un peu plus d'un enfant sur 5 qui ne passe pas l'âge de 4-5 ans. Donc le rapport aussi à cet enfant va être différent. On va l'aimer, mais d'une façon différente. Il faut aussi que les adultes puissent se protéger
Sinon, effectivement, émotionnellement, ça devient compliqué puisqu'il y avait des pertes d'enfants dans absolument toutes les familles. On a vu des images il y a un instant, on va sans doute les revoir. Je le disais, vous avez beaucoup travaillé dans la région de Luxor. C'est là qu'il y a parmi les joyaux du patrimoine égyptien. Dans vos dernières recherches, vous avez travaillé sur le site d'une école et vous avez fait des trouvailles, je crois, assez exceptionnelles. Oui, alors depuis 2005, je suis chercheur associé à la mission archéologique française de Thèbes-Ouest. Donc c'est le Ramesséum, qui est le nom moderne du temple du million d'années de Ramsès II. Donc en fait, c'est un temple qui a été construit sous le règne de Ramsès II, qui a continué à fonctionner après sa mort, donc pendant à peu près 300 ans. Donc en Égypte ancienne, les écoles se situent dans les temples majeurs, ce qui est le cas du Ramesséum. Donc on a pu dégager une école, ce qui est une découverte fondamentale, puisqu'en fait c'est la deuxième fois seulement en Égypte que l'on trouve une école. La première, on l'avait trouvée à Amarna, c'est-à-dire qu'on a des textes qui nous parlent d'écoles, qui nous disent que dans tel temple il y avait une école, mais d'un point de vue archéologique, c'est vraiment la deuxième fois seulement que l'on en trouve une. Donc une découverte très intéressante, particulièrement pour moi par rapport à mes recherches sur l'enfance. Donc en fait, on avait plusieurs salles assez petites, donc les cours étaient organisés de façon assez réduite, et une partie de l'enseignement qui se faisait aussi en plein air, c'est-à-dire qu'en été, quand il fait trop chaud, il faut imaginer qu'on est dans le sud du pays, donc en été, on est aux alentours de 40-50 degrés, en été, une partie de l'enseignement se déroulait en plein air, donc on avait des poteaux, on avait des voilages qui étaient tendus, puis enfants et adultes, donc les scribes enseignants, donc faisaient cours à l'extérieur. Donc dans cette cour qui servait aussi de cours de récréation, puisqu'on a trouvé plusieurs jeux de billes dans cette même cour. Quel est le lien, justement, vous parliez d'enseignement, d'éducation, quel est le lien aujourd'hui que les Égyptiens ont avec ce patrimoine? Est-ce qu'ils ont conscience à la fois de son importance et de cette fragilité qu'on évoquait au début de notre entretien? Oui, alors les Égyptiens, pendant longtemps, ils n'ont vu leur patrimoine, finalement, en tout cas pharaonique, que comme un moyen d'attirer finalement les touristes. Et c'est vraiment une bonne chose que ces dernières années, les Égyptiens aient vraiment pris conscience de leur patrimoine autrement, comme vraiment faisant partie de leur histoire. Donc on a de plus en plus de scolaires, d'adolescents qui viennent sur les chantiers de fouilles et qui découvrent finalement avec un autre regard, leur propre regard, un regard émerveillé, parce que leurs ancêtres leur ont légué. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose que l'Égypte se réapproprie son histoire et son patrimoine. Je crois que pendant longtemps, justement, et ça paraît assez étonnant, cette Égypte antique n'était pas nécessairement enseignée, en tout cas pas à tout le monde, en Égypte. Pas tout le monde de façon assez succincte, c'est surtout qu'on a effectivement donc des visites sur site, ce qui est vraiment, là, il y a de la nouveauté, ça fait vraiment que quelques années qu'on voit des enfants et des adolescents qui viennent sur les sites, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisque jusque-là, il avait éventuellement en cours quand l'enseignant éventuellement parlait de cette histoire des pharaons, et là on a vraiment des enfants qui viennent voir de façon concrète cet héritage. Un mot peut-être, Amandine Marchal, du musée du Caire. C'est un projet pharaonique sans mauvais jeu de mots. Il est sur les rails depuis 25 ans maintenant. Il doit sortir de terre au pied des pyramides de Gizeh peut-être cette année. Il est sans cesse, en tout cas la date d'ouverture est sans cesse repoussée. Vous croyez que c'est ce genre de projet dont l'Égypte a besoin aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est le genre de projet dont l'Égypte a besoin. En tout cas, c'est un projet qui est important à leurs yeux. Et il est effectivement clair que le musée du Caire, actuellement, n'a plus la place d'accueillir tous les trésors qui ont été trouvés ces dernières décennies. Donc il faut vraiment un musée plus grand et un musée plus adapté aussi, puisque l'actuel musée du Caire, pour certaines œuvres, c'est peut-être pas la... Voilà, au niveau de la présentation de ces œuvres, on a des œuvres qui sont parfois en hauteur, qui sont pas très très bien visibles, pas très accessibles. Donc c'est vrai qu'un nouveau musée sera toujours une bonne chose pour présenter les œuvres majeures de l'Égypte. Oui. Voilà, le musée du Caire d'ailleurs, qui a été le théâtre au tout début de la Révolution en janvier 2011 de pillage. Je vais vous poser une dernière question à présent, Amandine Marchal, question que l'on a décidé de poser tous les jours à tous nos invités. Alors voilà, vous inaugurez cette question sur cette antenne. On est bien placé pour le savoir. L'actualité internationale est souvent lourde à vivre, lourde à porter. Qu'est-ce qui, vous, aujourd'hui, vous donne envie d'espérer ?
Ce qui me donne envie d'espérer, je répondrais peut-être les enfants, parce que les enfants sont l'avenir. Et puis les enfants, ceux que je côtoie à travers des interventions scolaires, au musée Georges Laby à Toulouse, où je fais des visites guidées, ceux que je peux côtoyer aussi sur les sites égyptiens quand je suis en fouille et que les enfants viennent me voir pour regarder un petit peu ce que je peux faire. Ces enfants sont l'espoir, surtout quand on essaye de leur transmettre cette part d'héritage, d'histoire, qu'on les intéresse. C'est vrai que quand on sait voilà, s'adresser à eux, trouver ce qu'il faut pour les capter, quand on voit ces yeux qui brillent, qui pétillent d'intérêt, où justement on a réussi à allumer un intérêt, où on voit que les enfants n'ont pas forcément ces a priori par rapport à l'histoire qu'ils auront peut-être plus tard, c'est ça qui, à la limite, je dirais, me donne l'espoir aujourd'hui. Merci infiniment, Amandine Marchal, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'enfant et la mort en Égypte ancienne, aux éditions du Rocher. Et puis un grand merci aussi à nos confrères aux éditions d'Antique. Pardon. Et puis merci à nos confrères de France 3 Midi-Pyrénées qui vous ont accueillis dans leur studio ce matin. Voilà, L'enfant et la mort en Égypte ancienne. On va se quitter